Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode des Jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école et de l'éducation. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Et pour traiter de ce sujet, j'ai à ma droite Anne-Cécile. Bonjour. Bonjour Anne-Cécile. Et à ma gauche, Monsieur Lablé, Richard Bonjour, Lablé. Jules. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter et puis après je vous poserai quelques petites questions à ce sujet. Je commence. Alors, je suis Anne-Cécile, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en bachelor 3e année. Je suis ancienne élève de l'établissement Passy Saint-Honoré ainsi que PSH Sup et je continue encore ma scolarité dans un autre établissement, dans une école de communication à Paris. Merci beaucoup. Oui, donc moi je m'appelle Richard Lablé, je dirige une école qui s'appelle Passy Saint-Honoré, qui est un groupe scolaire avec un lycée sur l'avenue Victor Hugo et puis un campus d'enseignement supérieur qui s'appelle PSHU, avenue rue Molitor, pardon. Et donc moi je dirige une école, mon parcours est relativement simple, je viens du monde de la communication, j'ai fait une école qui s'appelle le CELSA. J'ai d'abord commencé à diriger des entreprises et puis après je me suis intéressé à la formation. Et je suis devenu professeur et puis j'ai grimpé un peu les marches jusqu'à être directeur d'école. Pour vous, qu'est-ce que représente l'école et à quoi sert-elle ? Alors d'abord, c'est une bonne partie de ma vie personnelle et professionnelle parce que d'abord, je suis allé à l'école comme tout le monde et puis ensuite, j'y suis revenu pour être un acteur de la formation. L'école, pour moi, ça sert tout simplement en tant que lieu d'apprentissage. Je dirais avant de se lancer dans la vie, c'est toujours intéressant d'avoir des acquis, maîtriser des savoirs, avoir des savoir-faire. Je dirais la formation initiale, c'est un peu un tremplin pour la vie. Et pour toi, Anne-Cécile ? Exactement, je rebondis sur le fait d'avoir le point de savoir-faire. C'est vrai que je suis encore étudiante et encore dans le milieu un peu parcours scolaire. Et c'est vrai que ça nous permet d'évoluer, de grandir. Et en fait, c'est un point important, je pense, pour bien débuter la vie, pour prendre conscience de certaines choses. C'est un peu l'école de la vie en fait. Exactement. Et est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés pendant ta scolarité ? Oula, alors moi j'ai eu un parcours assez particulier. J'ai eu une scolarité qui a été principalement faite dans les établissements privés catholiques. Mes parents ont fait ce choix-là, que je ne regrette pas. Après, j'ai eu un parcours primaire assez classique, etc. Je suis rentrée après dans un établissement élitiste à Paris où j'ai vécu des années assez difficiles, où autant au niveau social, c'était juste parfait, je m'entendais avec tout le monde et c'était formidable. Et au niveau études, j'ai complètement perdu confiance en moi et c'est là où, évidemment, les notes sont quand même la base primordiale de l'éducation actuellement et des écoles actuellement. Et c'est là où j'ai complètement perdu confiance en moi, où ça a été très dur dans ma vie de tous les jours comme dans ma vie d'école. Et après, j'ai évolué dans un autre établissement. On m'a gentiment dit, Anne-Cécile, vous n'avez pas le niveau, merci, au revoir et bonne journée. Et par la suite, est venu le moment de me dire quel lycée je choisis. Et c'est là où on m'a conseillé vivement Passy Saint-Honoré, je confonds avec PSH, ou Passy Saint-Honoré, j'ai fait toute ma scolarité au niveau du lycée, de ma seconde à ma terminale, où je me suis énormément plu, où on m'a redonné confiance en moi, mais on m'a rendu aussi autonome, où j'ai su grandir. Et par la suite, j'ai tellement aimé le lycée Passy Saint-Honoré que pour continuer dans la voie et donc dans le professionnalisme, j'ai décidé de rentrer au sein de PSH Sup en me disant c'est un BTS, ça dure que 2 ans, c'est en communication, si ça me plaît pas, Au moins, fait t'as que un 2 diplôme. ans, exactement, et j'aurai un diplôme. Je connais la maison, je connais les enseignants. Ça a été un peu, on va dire, la facilité. Et par la suite, je me suis dit, mais c'est ma voie et je continue Et tu regrettes pas ? dans la communication. Et je ne regrette absolument pas. Et vous, Richard, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés durant votre scolarité ? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, la première, c'est que moi, je ne voyais pas au tableau, puisque j'ai une myopie assez forte. Donc, j'ai fait toute ma scolarité, pratiquement, en tout cas jusqu'au secondaire, sans bien voir au tableau. Donc, j'ai développé une compétence d'écoute. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que cette difficulté était un avantage. Et j'en ai profité pour peut-être être un peu meilleur en écoute active. Après, j'ai parfois eu des réponses à côté des questions. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Si, bien sûr que si. Tout le monde Du fait pense. de l'imagination de la personne qui vous parle, ça m'est arrivé de faire un peu de digression. Et puis une orientation un peu réalisée au fil de l'eau, c'est-à-dire que je me suis orienté un peu moi-même au fil des rencontres et
je dirais, même si j'ai choisi un domaine qui me plaît beaucoup, ça a quand même été un peu ardu de trouver ce domaine. Parce que dans l'enseignement supérieur, vous avez pléthore d'écoles et souvent on hésite franchement. Ok. Et pourquoi vous avez voulu devenir directeur d'école et transmettre? D'abord professeur, puis après directeur d'école. Pour ça, c'est d'abord un sujet difficile pour moi parce que c'est une grande question. La raison de cette volonté de transmettre, c'est tout simplement parce que souvent sur Terre, on est de passage. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais plus utile comme transmetteur que comme viveur, comme quelqu'un qui finalement mettait un sens à la vie qui était le sens qu'on trouvait partout. Et moi, je cherchais en fait à faire une activité qui changeait des autres. Avoir un rôle, être acteur. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie passait très vite et que c'est souvent dans la transmission aux plus jeunes qu'on existe par soi-même. Et moi, en fait, j'ai choisi de passer mon temps à transmettre des informations, à transmettre des relations. Et ça valorise un peu la personne que je suis. Pas de regret? Non, pas de regret, parce que de toute manière, mon caractère me pousse à ne jamais regretter les choses, parce que je vis à fond tout ce que je fais. Donc je ne peux pas avoir vraiment de regrets, parce que je donne tout ce que je peux donner. Donc en fait, je n'aurai jamais de regrets. Les regrets ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le futur. Moi, je cherche à aller de l'avant. Donc vous ne trouverez pas de regrets chez la personne qui vous parle. Anne-Cécile, est-ce que tu as des regrets ou pas, du coup, par rapport à ta scolarité en général ou... Des regrets, pas forcément, parce que quoi qu'il arrive, on aura toujours des petits regrets ou des petits points qu'on voudrait forcément améliorer dans sa vie, et on se dit, tiens, pourquoi on ne fait pas un reboot? Mais non, vraiment, je pense... Aucun de mes parcours actuellement que j'ai eu m'ont fait regretter, mais m'ont plus fait grandir qu'autre chose, et il faut plus en tirer des conclusions que des regrets en se disant que mince, j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais dû le faire autrement. On en est là aujourd'hui, alors est-ce que justement ce ne sont pas des choses qu'il faut qu'on regarde pour après s'améliorer plus tard? C'est plus comme ça que je le vois, plutôt que de se dire je le regrette, oh là là c'est catastrophique, ma vie est finie, je ne referai plus jamais ça. Bien sûr que non, mais forcément on retombe dans nos boulettes. Mais non, c'est sûr que j'ai pas de regrets, et c'est sûr que ça m'a permis de grandir et de peut-être être là où je suis actuellement. Et qu'est-ce qui te pousse à continuer tes études? Pourquoi ne pas avoir arrêté au bac ou au bac plus 2, etc. et encore continuer? Actuellement, on regarde quand même dans le circuit au niveau du monde du travail. On sait que maintenant, il est primordial d'avoir au moins un bac plus 5 si on va avoir après un mode de vie assez correct. Même s'il y en a qui n'ont absolument pas fait d'études et ont fini brillamment leur vie, mais c'est vrai que ça reste quand même un point primordial. Et puis je me dis, en plus de ça, j'ai quand même vécu des années assez difficiles. Je me dis, je vais pas terminer là, ça maintenant, peut pas s'arrêter là. Ça peut pas finir maintenant. Et c'est des étapes un petit peu, parce que moi je sais que mon premier objectif c'était le brevet. J'étais pas très bon à l'école quand j'étais plus petit. Je me suis dit, bon, le brevet, après on arrête. Puis après je me suis dit, mais non, c'est trop beau, on continue, le bac. Et après je me suis dit, mais j'ai un bac, mais je peux rien faire avec un bac. Exactement. Donc il faut au moins un bac plus 2. Oui. On y va sur le bac plus 2. Et après je fais ça, là je suis en bac plus 3 aussi. Donc, et évidemment l'étape finale c'est le bac plus 5 pour rentrer, on va dire, pas correctement, mais être à l'aise dans le milieu du travail après. Exactement. Bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sans motivation, qui veulent pas continuer les études, qui veulent pas poursuivre, qui n'ont pas envie, ou qui comprennent pas forcément que c'est quelque chose de primordial. Je vous pose la question à tous les deux, comment on peut faire pour les faire, pas les faire aimer l'école, mais leur faire comprendre qu'en tout cas c'est un passage obligatoire et que ça va leur servir? Tout d'abord, si l'école ne plaît pas aux jeunes, c'est parce que l'école n'a pas su plaire aux jeunes. C'est-à-dire qu'il faut peut-être ne pas rendre responsables les jeunes du mécontentement qu'ils ont vis-à-vis de l'institution. C'est-à-dire que c'est plutôt à l'institution de faire des efforts qu'aux jeunes, pour le coup. Toutefois, je remarque que certains jeunes sont vraiment démotivés, alors que parfois on donne tout, nous, au niveau des écoles, pour que ça se motive. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut créer une école par le sens. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes se mettent à apprendre que si vous mettez du sens dans ce qu'ils font. Donc moi, je pars toujours du principe qu'il faut d'abord écouter leurs besoins, leur expliquer pourquoi on fait tout ça. Souvent, c'est pour avoir une bonne formation initiale. C'est de la pédagogie, en fait. Absolument, c'est de la pédagogie. Il faut redoubler d'efforts en explication pour essayer de trouver le sens de la motivation chez le jeune. Et ça passe souvent par des modes d'apprentissage.
Déjà, l'alternance, c'est faire des choses en les apprenant. Si on veut réussir à faire aimer l'école à des jeunes sans motivation, il faut d'abord créer des situations d'apprentissage qui sont motivantes. Et moi, je pars du principe qu'on apprend bien en faisant. Donc, je suis favorable à ce qu'on appelle le learning by doing. C'est-à-dire qu'on va apprendre en mode projet, on va donner un but à atteindre. Et puis, au gré de la séance de travail, on va aider le jeune à aller au bout du travail qui est demandé. Et ça sous-entend quand même que le travail qu'on fait faire est très intéressant. Donc il faut vraiment bien, nous les professeurs, les pédagogues, imaginer des séquences de travail qui motivent le jeune. C'est dans le choix du sujet qu'on arrive déjà à bien les motiver. Et puis dernier élément, il faut au gré des séances de travail être capable de les aider sans faire leur travail. Les accompagner en fait. Exactement, les accompagner, on ne fait pas le travail à leur place, on leur donne des conseils et eux ils les appliquent. Oui, c'est vrai que je rebondis sur le fait de se dire que c'est un accompagnement et qu'il faut donner la motivation absolue. C'est vrai que quand on est étudiant, on se dit tout de suite école, dit mathématiques, français, anglais. On se dit les matières horribles auxquelles on se dit oh là là, je vais rester 2 heures devant, oh là là, je vais m'endormir au fond de la classe, quelle horreur, etc. On voit les gros yeux de nos professeurs en mode t'as pas fait ton exercice, non mais c'est pas bien, 2 heures de colle. L'école est un peu vue on comme ça. s'imagine ça, alors qu'en fait, à la fin, on est tous heureux d'être à l'école, qu'on retrouve nos amis, mais en même temps, on a des souvenirs tellement de nos professeurs ou de personnes de vie scolaire qui nous ont accompagnés tout au long, et on se dit, mais en fait, l'école, après, quand on a du recul et que quelques années plus tard, on voit, on se fait, oh là là, mais l'école, ça me manque, ou même cette ambiance en général, on a un accompagnement de fou, et c'est vrai que c'est, on va dire, un point où, à la limite, à la fin... quand on est bien dans son établissement, on oublie les matières et elles deviennent, on va dire, quelque chose de basique et ça devient son quotidien. Et en fait, à la fin, la motivation, elle arrive quoi qu'il arrive. Je rebondis sur ce que disait Richard. On dit souvent aux élèves que c'est de leur faute s'ils n'aiment pas l'école ou qu'ils ne sont pas motivés. Mais il y a souvent l'inverse. C'est le système qui n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Bien sûr. Et il n'y a peut-être pas cette remise en question. De l'éducation nationale, mais aussi des cercles d'écoles privées. Enfin, certaines le font. Mais y a cette idée qu'on n'accompagne pas forcément les jeunes et qu'on ne se remet pas en question pour leur dire on va leur faire apprendre des choses autrement. Bien sûr, et ça, c'est pour le coup, vous m'avez demandé pourquoi j'avais choisi des directeurs d'école. Justement, j'ai choisi des directeurs d'école pour pouvoir faire la même école que les autres, parce que je suis parti du principe qu'il y avait une autre voie possible, c'est ce que j'appelle l'éduquer autrement. Et je pense que par une pédagogie différente, on arrive à remotiver des gens qui se sont un peu éloignés parce qu'ils sont tombés sur, je sais pas, en collège ou en primaire, sur un professeur un peu psychorigide. Ils sont tombés, par exemple, sur quelqu'un qui, finalement, les valorisait pas. Donc, en fait, moi, j'ai choisi plutôt une école plus optimiste, mais qui est surtout basée sur des compétences réelles et sur des résultats efficaces qu'on voit. Et puis surtout, je suis parti du principe qu'on avait intérêt à encourager le moindre effort. Et donc moi, je fais partie un petit peu des gens qui, comme professeurs, ont tendance à valoriser assez vite le moindre effort de l'élève. Ce qui fait que très très vite, il y a un phénomène, on va dire, d'accélération. C'est-à-dire que l'élève veut toujours plus de points. Un cercle vertueux. Oui. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Il faut féliciter les élèves le plus possible, sans démagogie. C'est-à-dire que si ce n'est pas de la bonne qualité, il faut le leur dire. Mais par contre, dès qu'ils ont réussi à se surpasser, ils ont réussi à répondre à ce qui est demandé, là, pour le coup, il faut mettre le paquet, il faut aller jusqu'à 20. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, le learning by doing. L'une des mises en place de ce dispositif, c'est l'alternance. Oui. On en fait beaucoup dans votre école, dès la 2e année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi l'avoir mis en place ? Alors, j'ai mis en place pour 3 grandes raisons. D'abord parce que vous avez des élèves qui ne sont pas scolaires et qui se disent si je continue à faire des mathématiques, de l'anglais, des matières générales pour lesquelles je m'ennuie, clairement je vais décrocher. Donc je me suis dit, on va plutôt faire une école un petit peu mixte, c'est-à-dire il y a toujours des matières générales, mais il y a des matières professionnelles, technologiques. Donc la première réponse, c'est d'abord d'essayer de moduler les matières et pas ne faire que des matières générales. La deuxième réponse, c'est tout simplement parce que faire des études, c'est bien, mais trouver un job, c'est mieux. Et il faut forcément, à un moment donné, se rencontrer avec l'entreprise. Absolument. Confronter au monde du travail. Et moi, je suis parti du principe qu'en terminale, c'était trop tôt pour rentrer directement en alternance. Et je me suis dit, il faut peut-être une année de plus, parce que la maturité chez les garçons, chez les filles de 17-18 ans, c'est pas évident. Et je me suis dit, c'est peut-être mieux à 18-19 ans d'y rentrer.
Et puis, je dirais, quand on sort du baccalauréat, c'est bien, mais on n'est pas tout à fait capable de travailler directement. Donc ça veut dire qu'il faut bien 1 ou 2 années de professionnalisation, et donc il faut encore faire un peu de matière pour muscler un peu ses capacités, ce qu'on sait, ses savoirs. Et donc je suis rentré dans l'alternance sur la 2e, voire la 3e année. Et je pense que pour les jeunes, à un moment donné, c'est beaucoup trop long de rester assis sur des matières générales, alors qu'il y a tellement de choses à faire dans les entreprises. Il faut quand même avoir cette prise de maturité de la part de l'élève pour pouvoir se confronter au monde du travail. Et on en revient à l'idée du passage aux études supérieures. C'est un moment qui est difficile. Si on s'y prend mal, ça peut avoir des répercussions sur la carrière professionnelle, même sur la vie. Toi, Anne-Cécile, comment tu l'as vécu comment tu as vécu ces années de passage aux études supérieures entre le lycée et le post-bac? L'évolution est un peu, certes, difficile parce que c'est pas la même ambiance. On va dire, notre parcours scolaire, on le voit dès le début. Depuis la primaire, on nous dit oui, le bac, vous allez l'avoir, il faut travailler dessus. Depuis le primaire, on nous dit oui, voilà, c'est le point à atteindre, absolument. Et c'est vrai qu'après le bac, on se dit oula, mais qu'est-ce que je fais réellement? Qu'est-ce que je vais faire? Sachant que c'est qu'une étape, le bac. Exactement, c'est qu'une étape pour une nouvelle vie après. Tout à fait. Et c'est vraiment, on a ce moment de se dire mais on m'a parlé toute ma vie de mon bac, mais qu'est-ce que je fais après mon bac? J'ai le moment d'hésitation en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va me motiver tous les matins à me lever, à me dire, yes, je vais me lever, je vais travailler toute la journée de 8h à 19h. Pendant 40 ans. Exactement. Donc il n'y a pas eu trop de difficultés pour toi Là-dessus, non, parce que comme je l'ai expliqué, je suis toujours été dans la même maison, un peu, et puis après, c'est vrai que quand je suis partie de ce BTS, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais bon, c'est normal, et il y a une évolution qui doit être faite, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, je peux le dire, et je suis une privilégiée du fait d'avoir eu cette chance de me dire que j'ai été accompagnée et que j'ai pas eu un changement brusque, et où j'ai facilement trouvé ma voie et j'ai pas eu de difficulté pour trouver ma motivation. Il y a des élèves qui ont du mal avec cette transition qui ont du mal à s'adapter, etc. Oui, bien sûr. Bon, d'abord, je dirais l'enseignement supérieur, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Parce qu'au lycée, fréquemment, il y a quand même un accompagnement et on sait assez vite ce qu'on demande à l'élève et l'élève a moins de marge de manœuvre. Donc en fait, le lycée infantilise un peu et ne responsabilise pas beaucoup. Par contre, l'enseignement supérieur, que ce soit à l'université ou en école, il y a quand même une forte autonomie attendue chez l'étudiant. Et quoi qu'on en pense, c'est pas en 2 mois de vacances qu'on passe de lycéen à étudiant. Donc je dirais la première année, il est possible parfois de la redoubler, c'est-à-dire d'en faire une autre, parce que 1, on n'a pas eu l'autonomie nécessaire, et 2, surtout, on n'a pas trouvé sa voie. C'est-à-dire on a imaginé une voie, on y arrive, et à ce moment-là, on est déçu. C'est la désillusion. Hein. Exactement. Beaucoup d'élèves qui changent en première année, parce que c'est pas leur voie. Ouais. Et donc, moi, je dirais, les études supérieures, il faut parfois se permettre une petite erreur en première année. Une marge de manœuvre. Exactement, et c'est un peu anxiogène. Donc, je dirais, pour les jeunes, l'autonomie, c'est pas toujours facile. Trouver sa voie, c'est pas toujours du premier coup. Donc, il faut se dire, les études supérieures, c'est un passage qui prend peut-être un peu de temps. Et il faudrait peut-être communiquer dans la société comme quoi il n'y a pas une obligation de résultat à réussir absolument sa première année. Le jeune est un peu... je parle le jeune, mais je m'inclus dedans. On est un peu, pas oppressé, mais on a un peu une sorte de pression par ce système de se dire, bon, j'ai eu mon bac, il faut que je réussisse tout d'un coup, quoi. Comme le permis, comme les études, comme le métier. Ouais. Et des fois, on se précipite un petit peu. Moi, j'ai plein d'amis à moi qui sont, par exemple, en faculté de droit, etc., et qui se réorientent, bon, par hasard dans la communication, mais ils se disent, mais non, on m'a mis la pression et c'est pas du tout ça que je veux faire. Exactement. Je veux monter mon entreprise, je veux créer un business, je veux pas forcément être employé. Il y a plein de gens qui se précipitent et qui ratent en fait leur vraie voie. Bien sûr, c'est pour ça que je privilégie moi ce que j'appellerais l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire avant de se décider, on prend du temps et si toutefois on se trompe, c'est pas grave. On peut recommencer. Et je pense que la société et l'école devraient plutôt travailler ce qu'on appelle la résistance à l'échec. Il faudrait encourager les changements de voie. Mais pas plutôt parce que c'est un échec, mais plutôt parce que c'est une autre direction qu'on choisit. Souvent, on ne sait pas toujours ce qu'on va faire, mais c'est valable pour l'école, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour le lieu où on va vouloir habiter, avec les gens qu'on va vouloir vivre. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, on est trop pressé. Je pense que vous avez dit quelque chose, on confond vitesse et précipitation.
Non, et puis c'est vrai qu'en plus, sans en avoir l'air, comme on l'expliquait tout à l'heure, on a le bac, on a cette pression de réussite en disant même une personne qui redouble est un peu mal vue en se disant oh là là, il sait pas s'adapter, il n'y a pas le niveau, etc. Et d'un seul coup, on nous dit ok, on a le bac, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Et il y a cette pression, après cette pression sociale, où on nous dit ah bah, qu'est-ce que tu fais? T'en es où au niveau de tes études? Et on a tout de suite le regard de l'autre qui est hyper important, et on se dit d'accord, j'ai le bac, et après mes études, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on sait que ça va mener à notre vie plus tard, à notre vie personnelle comme professionnelle, et ça, entre guillemets, et ce qui est un peu triste à dire, va nous faire rentrer dans les cases en mode c'est la personne qui est au chômage, c'est la personne qui va être un tel, qui va avoir telle motivation. C'est juste. Ce qui est un peu triste, hein, mais ce qui est réel actuellement dans notre société. Et on se dit, j'ai cette pression de malade, je sors d'une pression où on m'a foutu un bac où ça devait être l'objectif number one. Qui est passé. Et maintenant, j'ai encore plus d'autres choses à réfléchir, encore plus d'autres choses à gérer, parce que, bah, évidemment, on devient adulte et qu'à ce moment-là, on se dit, mais ah oui, j'étais bien quand j'étais étudiante, élève au lycée et au collège. Et cette pression, on l'a aussi dans la famille, enfin, c'est partout, c'est présent à l'école, nos professeurs, c'est présent dans les médias aussi, on a cette volonté de la réussite. Et aussi dans la famille. Bien sûr. La famille nous met aussi la pression. Oui, je dirais l'étudiant, lorsqu'il arrive en première année, indépendamment de l'adaptation à une école, il a une sacrée pression autour. Et en fait, je pense qu'il faudrait mieux les préparer par rapport à la pression. Et puis peut-être expliquer aux parents ou à la société comme quoi, finalement, on n'est pas forcément bon dès le départ dans un monde inconnu qui s'appelle les études supérieures. Exactement. Et donc, ça serait bien de dédramatiser un peu les choses. Moi, je sais que je travaille un petit peu avec la notion qui s'appelle le pivot. C'est-à-dire que j'apprends tant aux étudiants qu'aux start-upers que j'accompagne la notion de pivoter. C'est-à-dire que finalement, on a eu une bonne idée au départ, on se rend compte qu'elle n'est pas faisable, mais par contre, on en trouve une deuxième. Et c'est peut-être la deuxième, finalement, qui va fonctionner. Alors, si la première a fonctionné, évidemment, je dirais, les études supérieures, pour vous, sont une autoroute. Et puis, si le premier choix d'autoroute n'est pas bon, ben, on va sortir de l'autoroute, on va en prendre une autre, en fait. Et donc, il faut rester relativement zen. Il faut se dire qu'on est capable de faire mieux. Il faut croire en soi. Et moi, je suis pour la croyance en soi. C'est l'un des conseils qu'on peut donner. C'était ma question suivante. Qu'est-ce qu'on peut donner comme très fort en changement de question qu'est-ce qu'on peut donner à nos jeunes qui nous écoutent pour les recherches d'emploi, pour cette pression, pour tout ce sujet de l'éducation? Comment on peut les accompagner? Alors bon, d'abord, il y a deux types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement technique. La recherche d'emploi, c'est des techniques. C'est savoir faire un CV, savoir se présenter. Donc ça veut dire on va travailler la communication personnelle, on va s'entraîner, on va faire des entraînements sur la technique d'embauche, on va évidemment peaufiner son CV, on va peut-être le faire en vidéo. Si je suis dans des domaines artistiques, il faut que j'ai un book. Je vais peut-être travailler aussi les soft skills, la manière dont je vais me présenter. Tout est dans le style. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez pour la première fois devant un recruteur, c'est clairement en question votre manière de vous habiller, votre manière de parler. D'être, de se présenter physiquement. Donc ça, c'est le savoir-être, ça s'apprend. On l'apprend, voilà, notre président qui s'est représenté, il a dû retravailler la communication. Eh bien, il a dû se faire réembaucher. Ben, c'est la même chose. Un jeune, il doit travailler cela. Et puis ça, je dirais, c'est la technique. Et puis la deuxième chose, je dirais, pour réussir un entretien de recrutement, c'est montrer qu'on a une valeur ajoutée, qu'on est capable de faire réussir l'entreprise et nous-mêmes. Et toi, Anne-Cécile, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil pour nos jeunes qui nous écoutent en tant qu'étudiante? En tant qu'étudiante, je pense que déjà, c'est la confiance, d'acquérir sa confiance en soi et de croire en soi. C'est dur, ça. C'est très, très dur. C'est un très gros travail à faire, mais il est important parce que je pense qu'après, c'est un élément qui nous permettra d'évoluer et, on va dire, d'acquérir de plus en plus des compétences que, justement, on pourra ressortir auprès d'entreprises en disant que notre valeur d'ajoutée, c'est qu'on a confiance en nous, qu'on sait où on va, qu'on a un objectif, qu'on va y aller jusqu'au bout, et par n'importe quel chemin, que ce soit le premier chemin ou le deuxième chemin ou le troisième chemin, quoi qu'il arrive, on y arrivera. Je pense que c'est ça le point important à leur faire montrer et à savoir, comprendre tout à fait. Que justement, faut pas se mettre de barrières. Quoi qu'il arrive, si on a des difficultés, on a des points améliorés, mais on a aussi des points forts, et ça, faut pas les oublier. Bien sûr, moi je dirais ne pas écouter les critiques négatives qu'on vous adresse. Mais plutôt, sans, je dirais, prétention, capitaliser sur ce que vous dites, c'est-à-dire vos points forts. Vos points forts, en général, vous les connaissez. On se connaît toujours un petit peu. Là, par exemple, j'écoute, je vous écoute, et en fait, j'en vois plein des points forts. Et donc,
essayez de bien les identifier. Et puis, pas trop écouter les gens qui vous disent du mal, en fait. Parce que cela, en fait, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Et donc, je dirais, faut être optimiste, faut être réaliste, mais pas trop écouter les fâcheux. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux pour cet échange. C'était Merci très beaucoup de nous intéressant. avoir accueillis. Merci Jules. d'avoir accepté mon invitation. C'était avec plaisir. Et c'était un beau sujet et une belle discussion. Je Merci. rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, où je mets les épisodes en intégralité. Voilà, pour suivre l'aventure, les nouvelles, les prochains épisodes, mais aussi des courts extraits de cet épisode. Voilà, merci Merci. beaucoup à vous deux. Merci Au revoir, beaucoup. Jules. Au revoir. Au revoir, Jules. Les jeunes d'aujourd'hui.